Bonjour. Dans la collection Les fondamentaux, et plus précisément les fondamentaux de la formation, Bernard Bruch va nous expliquer comment motiver et s'adapter aux formés. Alors, il faut peut-être préciser que dans cette collection, en fait, il y a 4 parties. La première, c'est atteindre les objectifs. La seconde, c'est motiver et s'adapter, d'avoir un programme qui sera adapté à la personne qui est en face. Ensuite, c'est trouver la bonne pédagogie. Et la dernière partie, c'est animer une formation et l'évaluer. Alors, venons-en tout de suite à comment motiver et s'adapter aux formés. La motivation, je vais vous proposer 3 modules. La première, c'est satisfaire les attentes. La seconde, c'est tenir compte des différents types de mémoire, et ça en matière de formation, c'est extrêmement important. Et ensuite, c'est s'adapter à la personnalité du formé. Très bien. Alors, comment motiver en satisfaisant les attentes ? Déjà, précisons une chose dans les attentes, c'est qu'il y a 2 types d'attentes. Il y a les attentes conscientes et les attentes inconscientes. Les attentes inconscientes se traduisent souvent par des demandes d'avantages matériels ou de conditions de travail. L'apprentissage, par exemple, est un moyen d'atteindre ces attentes. Par exemple, si je participe à une formation à la communication écrite, c'est pour ne plus avoir de remarques de mon chef, pour aller plus vite et pour partir à l'heure, ça c'est mon attente à moi, ou pour avoir une promotion. Oui, on a vraiment là 3 directions totalement différentes sur une même attente. Le problème surtout, c'est qu'en fait, le stagiaire ou le formé ne dira pas nécessairement quelles sont ses attentes. Il va évoquer un point, et donc le formateur a intérêt à découvrir ce point. Si en cours de formation, il veut dire si vous faites ceci, vous pourrez obtenir cela. D'où l'importance de bien connaître les attentes. Vous avez ensuite les attentes conscientes, qui se rapportent souvent à la formation. Le stagiaire veut acquérir des connaissances, ce qui est tout à fait logique, pour répondre à un client, pour animer une équipe, ou pour une méthodologie pour vérifier ses façons de faire ou les améliorer. La motivation, ce qu'il faut savoir, passe obligatoirement par la satisfaction d'attentes réelles. D'accord. Donc le rôle du coach, du tuteur ou du formateur ou du consultant, c'est d'arriver à ressortir cette attente, à révéler cette attente. Tout à fait. Parce que si cette attente n'est pas révélée, nous ne pourrons pas adapter le programme et éventuellement donner les motivations nécessaires. D'accord. Ça, c'est un point important. Très bien. Autre chose à rajouter sur cette motivation ? Déjà, une chose, c'est qu'en fait, on est motivé quand on apprend facilement. La formation, c'est bien la transmission d'un savoir-faire ou d'un savoir-être. Et il y a quelques informations à rappeler en matière de mémoire. Bien. Alors, revenons-en à cette deuxième partie. Donc, effectivement, quels sont ces différents types de Alors, je mémoire ? vais évoquer, en fait, nous classons habituellement en matière de mémoire sous 3 formes différentes. Nous classons sous la forme de l'intérêt, sous la forme des localisations cérébrales ou sous la forme de la durée. D'accord. Il faut savoir que chaque classement va impacter la transmission des connaissances, et donc voilà comment. En ce qui concerne l'intérêt, nous distinguons 2 types de mémoire. Une mémoire dite affective et une mémoire dite intellectuelle. Et vous allez comprendre. La mémoire affective, c'est celle que nous utilisons lorsque nous aimons. C'est-à-dire que si une information me convient bien, je vais l'associer à d'autres informations que je connais déjà, je vais faire des rapprochements, et dans ma mémoire, elle va s'inscrire dans mon cerveau, elle va s'inscrire assez facilement. La mémorisation, généralement, affective est longue, parce qu'en fait, elle sera en permanence réactualisée, et le stagiaire va retenir longtemps. Il y a, au contraire de cette mémorisation affective, une autre mémorisation que nous appelons intellectuelle, qui est une mémorisation qui est en quelque sorte forcée. C'est celle que nous avons tous connue lorsque nous faisions nos études, l'apprentissage d'une récitation, ou éventuellement l'apprentissage d'un plan pour préparer un examen lorsque les études se poursuivaient. La mémorisation intellectuelle est celle que nous utilisons par obligation. Elle est fondée sur des méthodes, à savoir la répétition des idées, l'association des informations connues et l'explication des mécanismes. Ce qui voudra dire qu'en matière de formation, nous allons être obligés d'utiliser ces techniques si nous voulons faire mémoriser. D'accord. Donc le formé doit comprendre également et doit répéter pour assimiler, que ce soit des gestes ou des idées. Donc on ne retient pas immédiatement. D'accord. Donc, pour favoriser l'intérêt,
s'adresser à deux types de mémoire différentes, la mémoire qui est affective ou la mémoire qui est intellectuelle, sachant que celle qui est intellectuelle, elle est plus difficile à solliciter, mais c'est quand même bien celle que l'on va souvent solliciter. Tout à fait. D'accord. Le deuxième type de mémoire, donc, sera la mémoire liée aux localisations cérébrales. C'est quelque chose que nous connaissons depuis très longtemps, qui a été prouvé notamment par les études avec l'IRM. C'est-à-dire que nous allons avoir notre cerveau, c'est un ensemble de magnétophones. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces magnétophones ne sont pas les mêmes pour tous. Ils sont en fonction de l'éducation, ils sont en fonction de la capacité des récepteurs. Quelqu'un qui voit mal aura du mal à avoir une bonne mémoire visuelle, ou quelqu'un qui n'a pas été corrigé suffisamment tôt. Donc je tiens à rappeler ici les principales mémoires que l'on peut utiliser dans la formation. Vous avez la mémoire visuelle dans un premier temps, qui va rassembler des informations concernant la couleur, la forme, le visage, les chiffres, la distance, les mouvements, les perspectives, etc. Et certaines personnes vont être extrêmement douées en matière de mémoire visuelle, alors que d'autres, par contre, ils seront totalement démunis. Et ça sera un des problèmes, c'est-à-dire que le formateur pourra utiliser cette mémoire visuelle pour certains, mais pour d'autres, il faudra qu'il en utilise d'autres. Donc il va falloir que lui, il ne choisisse pas une référence, mais qu'au contraire, il utilise toutes les références possibles. Toutes les références possibles. Parmi les autres mémoires, nous allons avoir la mémoire auditive, nous allons avoir la mémoire verbale. La mémoire verbale est celle de la reformulation. Pour certaines personnes, il faudra qu'elles répètent oralement ce qu'elles ont entendu pour effectuer cette mémorisation. De nombreuses personnes ont appris leur récitation avec cette mémoire verbale. Et lorsqu'elles sont adultes, elles vont encore utiliser cette mémoire. Ouais. Il y en a qui vont l'écrire, il y en a qui vont se l'écouter en permanence, il y en a qui vont la lire et la relire. Donc effectivement, on a ces différents et donc l'objectif, ça sera d'utiliser à la fois la mémoire visuelle, la mémoire auditive, la mémoire verbale, la mémoire gestuelle. Dans le tutorat, c'est extrêmement important. Dans certaines disciplines, la mémoire gustative ou même la mémoire olfactive. D'accord. Il faut savoir qu'un formateur doit tenir compte, si je veux transmettre un message important, comment je peux le transmettre? Visuel, ça peut être du PowerPoint, verbal, ça peut être je le dis, ça peut être je le fais dire par des exercices, par des sous-groupes. Donc à partir de ce moment, l'utilisation de tous les types de mémoire s'avère être quelque chose de tout à fait indispensable en matière de formation. Et le vrai rôle du consultant formateur tuteur, c'est justement d'avoir ce réflexe de se dire j'ai ce message à faire passer, de quelle façon vais-je le transmettre dans ces différents registres. Alors peut-être pas tous et systématiquement, mais ce que je pourrais conseiller, c'est d'avoir au moins une feuille dans laquelle type de message à faire passer, mémoire visuelle, mémoire verbale, mémoire auditive, etc. et de voir comment il peut le faire passer de façon à ne pas en oublier une ou en privilégier une par rapport à l'autre. Ce que nous avons trop souvent vu par rapport à ces mémoires, c'est le formateur qui a une bonne mémoire visuelle va avoir tendance à favoriser la visualisation alors que son groupe n'est pas toujours une bonne mémoire visuelle. D'accord. Par exemple. Il y a un moyen de savoir si ces formés sont plutôt de nature visuelle ou auditive C'est très difficile et ce que je conseille plutôt, c'est d'utiliser l'ensemble des types de mémoire. Ça en est sûr de ne pas faire d'impair. Oui, tout à fait. D'impasse. Tout à fait. Bien, vous parliez d'un troisième forme qui était la durée. La durée. Alors il faut savoir une chose, c'est que l'apprentissage, c'est l'inscription à travers les neurones, les synapses, de parcours privilégiés dans le cerveau. Et cette inscription s'effectue par le biais de répétitions. C'est un petit peu comme sur une voie routière. Dans un premier temps, on a un petit chemin, ensuite on a un plus grand chemin, ensuite on a une rue, et on peut ensuite avoir une autoroute. Donc, comment va s'effectuer cet apprentissage? D'une part, par des répétitions. C'est-à-dire qu'il faut répéter régulièrement les mêmes informations. Ça va s'appliquer également par des ancrages. L'ancrage, qu'est-ce que c'est? C'est l'association des informations connues. C'est plus facile de faire mémoriser des messages lorsqu'on connaît les informations connues par les stagiaires que lorsque l'on est obligé d'envoyer pêle-mêle des types d'informations. Et enfin, il faudra aussi un entretien régulier des informations à apprendre. Et là, nous conseillons, et nous le reverrons dans un des modules suivants, ce sont les synthèses, ce sont les évaluations, etc., qui servent de système répétitif. D'accord. En conséquence, ce que l'on peut dire en matière de durée, c'est qu'une information donnée une seule fois
a peu de chances d'être retenue. Ça, il faut le savoir. C'est pas parce que vous l'avez dit. Elle a peu de chances d'être retenue parce que tout le monde ne l'entendra pas nécessairement au même moment. Oui. Et ensuite, parce que elle ne sera pas répétée. Donc, une information également sous une seule forme, par exemple verbale, aussi a peu de chances d'être retenue par tout le monde. Elle peut être retenue par certains, mais pas nécessairement par tout le monde. Et une information importante dans une formation de plusieurs jours peut être sans aucun problème répétée 8 à 10 fois. Personne ne vous dira le contraire. Ouais. Mais dites-moi, s'il faut répéter 8 à 10 fois sous 8 ou 10 formes différentes, c'est finalement bien enfoncer le clou. Ah ben, il vaut mieux un clou bien enfoncé que 10 punaises qui ne tiennent pas. Bien. Alors, on a vu comment s'adapter aux différents types de mémoire. Maintenant, il va peut-être falloir également s'adapter, non pas à la mémoire, mais à l'individu, à la personne, s'adapter à l'autre. Alors, nous distinguons 4 grands types de comportements. Ici, ce sera une approche générale. Vous avez le relationnel, lui, il va mémoriser parce qu'il est dans un climat favorable, parce qu'il aime faire plaisir. Et d'ailleurs, son langage, ce sera « cela me fait plaisir, je le sens bien », etc. C'est-à-dire que si le climat entre l'intervenant et la personne qui est en face n'est pas bon, il y a de fortes chances que la mémorisation ne s'effectuera pas. D'accord. Vous avez ensuite celui qui a des normes, le normatif, qui va accepter les idées qui sont dans ces normes. S'il est contre quelque chose et qu'on n'a pas réussi à lui démontrer ou à lui faire admettre que sa position est mauvaise, on peut essayer de faire passer tous les messages que l'on souhaite, nous n'y arriverons pas. C'est valable notamment dans des situations telles que la gestion de projet ou autres, où certains arrivent avec des idées préconçues, et si on n'a pas démontré que les idées préconçues pouvaient être, pas démolies, mais changées, à partir de ce moment-là, la mémorisation sera difficile à effectuer. Le troisième type que nous proposons, c'est le type analogique. C'est celui qui travaille avec l'expérience. Et ça, dans une formation, c'est important. Il y a celui qui retient parce qu'il a expérimenté, donc à travers des exercices, c'est le type analogique. Ou le type logique, c'est celui qui va retenir parce qu'il y a un raisonnement. D'accord. Et nous allons retrouver, d'ailleurs en entreprise, c'est l'anecdote, cette différenciation dans les réunions entre les personnes qui disent il y a 10 ans on faisait, et l'autre personne qui est en face dit mais écoutez, les chiffres montrent que. Et nous avons cette différence analogique-logique. Le rôle du formateur, c'est d'essayer de se dire j'ai 4 grands types de personnalités en face de moi, et ben il faut que je m'adresse aux 4. D'accord, sans en privilégier une, dans la mesure où forcement dans le groupe et dans l'aéropage, il y a de fortes chances qu'il y ait... Oui, alors ce sont par exemple pour l'analogique, c'est vrai que les personnes plus âgées ont de plus fortes chances d'être analogiques que les personnes plus jeunes, par exemple. Est-ce qu'il y a un mode qui vaut mieux préférer qu'un autre ? Sous-entendu, comment est-ce qu'on va s'adapter idéalement au formé ? Non, parce que l'entreprise a besoin de tous les modes. Dans un secteur financier, le mode normatif logique est absolument indispensable. Alors que si je prends les DRH, on a plus du relationnel analogique. Et donc, tout le monde est nécessaire pour vivre en entreprise. L'important, c'est d'essayer de communiquer selon le mode de l'autre, surtout si l'autre ne sait pas que moi, je suis différent. Il semblerait que pour motiver, pour s'adapter, la clé du succès, c'est de répéter et répéter encore, et dans des registres différents. Tout à fait. Alors, ensuite, ce qu'il faut voir, c'est qu'en matière d'adaptation, il y a encore quelques petites règles. Sinon, en formation, je peux référer le relationnel au mode normatif. Le mode normatif est extrêmement gênant, notamment dans le tutorat. On voit trop souvent des personnes qui disent « il faut »,« tu dois », etc. Et beaucoup de jeunes sont rébarbatifs à cette situation. C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas recevoir les ordres. En fait, ils voudraient être reconnus, être aidés, et pas nécessairement recevoir des contraintes. Donc plutôt privilégier le mode relationnel au mode normatif. Le mode relationnel, ce sera par exemple utiliser le langage du cœur plutôt que celui de l'ordre. Ce sera faire appel aux sentiments. Ce sera encourager, donner confiance, valoriser. D'accord. Donc, si je veux utiliser le mode analogique, parce que c'est vrai que nous avons une tendance, lorsque nous préparons une formation, d'utiliser le mode logique, c'est-à-dire que nous faisons un plan avec des sous-parties, etc. Le mode analogique sera favorisé par des exemples, c'est-à-dire que lorsque je fais une démonstration théorique, je dois éventuellement la ponctuer d'un exemple. Et ensuite, il est important aussi en matière de formation d'avoir un plan qui sera bien suivi. Et le plan, je conseille souvent, pour les formateurs, de l'afficher dans la salle. C'est une aide pour eux, mais c'est aussi une aide pour le stagiaire. D'accord.
Donc, on a vu là un certain nombre de moyens pour s'assurer que la motivation sera en rendez-vous et que eh bien, le consultant, le formateur sera capable de s'adapter à son formé et d'être à son service. Tout à fait. Eh bien, bon courage à tous et soyez des formateurs et des consultants performants. Merci. Merci.